Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale des entreprises un axe fort, un axe majeur de leur stratégie. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Marchal, le président de Bain & Compagnie en France, cabinet de conseil en management. Il nous parlera de ce prix David avec Goliath, juste après les titres. Notre débat portera sur le marketing responsable. On verra comment les entreprises et les agences de communication comptent s'engager. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez l'histoire d'Ocean Spray, coopérative agricole américaine née dans les années 30, qui a reçu l'an dernier la certification développement durable. Voilà, pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Olivier Marchal, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes donc le président de Bain & Compagnie en France. Bain & Compagnie, c'est un géant mondial du conseil et management. En management, vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Oui, c'est un des 3 leaders du conseil en stratégie et en management dans le monde. On est présent dans 56 bureaux et on travaille avec les grandes entreprises, les grands fonds d'investissement, parfois les gouvernements, mais également beaucoup d'associations et de start-up, on pourra en reparler. Oui, évidemment, parce qu'il y a ce prix David avec Goliath, on va consacrer beaucoup de temps de cette interview à ce prix qui est vraiment passionnant. Mais quand même un mot des engagements, enfin même pas des engagements, des actions en matière de RSE de la part de Bain & Compagnie au niveau mondial. Là, on peut parler d'impact. Oui, absolument. Alors, impact à la fois chez nous, en interne, mais également auprès de nos clients. En interne, c'est vrai que ça fait maintenant 5 ou 6 ans qu'on a développé une démarche très volontariste. Pour vous donner une idée, on a décidé il y a 5 ans d'investir 1,1 milliard de dollars sur une période de 10 ans pour aider à des associations, des fondations œuvrant dans les thèmes de l'environnement, de l'inclusion sociale ou encore de l'éducation et de la pauvreté. Donc c'est un engagement quand même substantiel avec des centaines de missions pro bono qu'on fait pour ces associations et fondations. Et par ailleurs, sur le thème de l'environnement, on était très fiers il y a quelques années d'être carbone neutral au niveau mondial et dans chacun de nos bureaux. Et pendant la crise de la pandémie Covid, on a pris la décision un peu ambitieuse quand même de devenir net zéro à l'horizon 2030, ce qui va supposer des remises en question fondamentales. Ça change quoi d'ailleurs ? Ce que ça va changer, c'est pas uniquement de savoir bien compenser les émissions qu'on aura réduites un peu, c'est de réduire plus fondamentalement ces émissions pour limiter la partie compensation à une portion congrue. Donc c'est des remises en cause structurelles et fondamentales dans nos modes de fonctionnement. J'ajoute quand même, puisque c'était dans la question, une partie de notre activité, et c'est sans doute là qu'on a le plus d'impact, c'est d'aider nos clients, les grands groupes, à gérer cette immense et terrifiante transformation environnementale dans laquelle ils viennent de s'engager, et je dirais sur un mode accéléré depuis maintenant 12 à 18 mois. Oui, parce qu'on sait tous que la première phase de la transition et de la transformation, elle est relativement facile, mais que ça se complique après quand on va beaucoup plus loin, et notamment dans le modèle économique. Alors, c'est cohérent, vous lancez avec Raise l'édition 2021 du prix David avec Goliath, prix créé en 2015, vous nous rappelez le principe ? 2015, alors je dis 2 mots sur Raise, qui est notre partenaire à 50-50 dans cet événement. Raise, vous connaissez certainement, c'est cette réussite formidable sur le marché français. Donc activité dans l'investissement, mais avec une particularité, qui est qu'une partie des plus-values générées par l'activité d'investissement est dédiée à un fonds de dotation, Raise Sherpa, qui est aujourd'hui devenu un acteur incontournable dans le monde de l'entrepreneuriat en France et qui stimule, développe, finance des startups sur le marché français. Donc ça, c'est Raise. D'ailleurs, Raise qui a également créé plus récemment, c'est notre ami Paul Jeunesse qui gère ça, Raise Lab, qui est un endroit absolument unique à Paris, qui est un centre de rencontre, de co-création, d'open innovation, qui rassemble les grands groupes et les startups. Oui, parce que l'idée de ce prix David avec Goliath, c'est de récompenser un binôme, un duo jeune et grande entreprise. C'est ça le principe. Voilà, c'est la spécificité. C'est pas un prix pour une start-up, c'est un prix pour un couple. Une alliance
entre une start-up et un grand groupe. Donc David, le berger agile et rapide, innovant, audacieux, et puis le grand groupe, Goliath, un peu plus lourd, pesant, mais puissant. Et donc le constat de départ, c'était de dire plutôt qu'ils s'affrontent entre eux, qu'ils travaillent ensemble, et ça permet, quand c'est bien géré, de créer une valeur mutuelle, de permettre à la start-up de se développer plus rapidement, de passer ce qu'on appelle le tunnel de la mort, qui fait que la moitié d'entre elles disparaissent dans les 5 premières années et qu'elles puissent ensuite monter en puissance, et d'apporter aux grands groupes en même temps des idées d'innovation, d'évolution de leur mode de fonctionnement et de façon plus générale, une agilité accrue. C'est quoi le thème de cette année ? Chaque année, il y a une thématique, c'est-à-dire que ça oriente le choix des lauréats ou des finalistes. C'est quoi le thème de l'année ? Alors le thème de l'année, on a souhaité, je vais vous expliquer pourquoi, mettre beaucoup plus d'emphase sur la dimension impact durable dans ces alliances. Pourquoi ? Parce que moi, comme beaucoup de gens, l'année dernière, au début de la crise Covid, on s'est dit, il y a une chose qui va se passer, c'est que les priorités RSE des entreprises, qu'elles soient grandes, ETI ou plus petites, elles vont être mises un peu sous le tapis pendant cette crise parce qu'on a d'autres dossiers à gérer. Et ce qu'on a observé, en réalité, c'est exactement l'inverse. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu une prise de conscience. Tous mes invités ici disent c'est l'inverse. Et une accélération, à la fois dans les grands groupes et les autres entreprises, non seulement de la prise de conscience, mais de l'action et des initiatives dans cette direction. Et donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, alors que ces dimensions de développement durable étaient implicites déjà dans notre initiative, de les rendre plus explicites. Et aujourd'hui, le prix David avec Goliath et l'étude David avec Goliath, parce qu'on fait chaque année une étude très développée sur l'évolution des relations entre start-up et grands groupes, va intégrer 3 dimensions. Et une dimension de support à la transition environnementale, une dimension liée à l'inclusion sociale, et puis une dimension plus classique qu'on avait auparavant, qui est la dimension de contribution à l'accélération digitale et à l'apport de nouveaux modèles de fonctionnement dans les entreprises. Que gagnent les lauréats ? À quel point ça peut être un accélérateur de développement, de croissance, ce prix Tous y gagnent. Tous y gagnent, et c'est pour ça que j'encourage les gens qui nous écoutent, même ceux qui ne sont pas les vainqueurs finaux, à être candidats. Et je vous dirai tout à l'heure comment on devient candidat si vous me posez la question. Écoutez, quand je dis tous y gagnent, l'année dernière, il y a 2 ans, on avait, je crois, 150 candidats. Je pense que le seul fait d'être candidat, l'exercice qui consiste à se poser les bonnes questions sur la valeur ajoutée, c'est en soi très riche d'enseignements et de bons questionnements. Ensuite, les 10 finalistes, puisqu'on a un jury très prestigieux qui va établir le gagnant à partir d'une liste de 10 finalistes, ils vont être mis en valeur sur le plan médiatique de façon assez forte, à la fois dans la presse spécialisée, mais dans des grands organes comme le Figaro, par exemple. J'espère dans des émissions bien, comme la vôtre. On les recevra évidemment avec grand plaisir. Et par ailleurs, ces 10-là ont également bénéficié les 2 dernières années d'un moment d'échange avec Cédric O, qui souhaitait partager avec eux et les questionner sur comment faire pour que ces sociétés et ces alliances se développent plus vite. Et le premier, la plus belle alliance. Alors elle a évidemment des avantages qui vont lui apporter un booster en termes de développement. Elle bénéficie de la part de Race Sherpa, d'abord d'un prêt d'honneur de 100 000 euros sans garantie, et d'un accompagnement en termes de mentoring de 24 mois. Bain propose un accompagnement stratégique de 6 mois avec une équipe de consultants, un associé. Et Jean Moreau, qui a été un gagnant dans le passé, me remercie encore de cet apport de 6 mois qui lui a facilité l'évolution de son modèle et ses levées de fonds. Et je finis, il y a également un partenaire qui s'appelle Média Transport et qui offre une campagne de publicité nationale aux gagnants. Donc c'est beaucoup de visibilité et un gros booster. Qui peut postuler ? Il nous reste un peu plus d'1 minute, il faut aller vite. Ce binôme-là, il y a des caractéristiques. On ne peut pas faire n'importe qui, n'importe comment. Donc, quels critères il faut pour postuler à ce prix David ? C'est assez simple.
la barre n'est pas très haute. Donc il faut du côté de la start-up d'abord qu'elle ait un petit peu de recul, 18 mois d'existence, il faut qu'elle ait atteint un minimum de seuil critique, on demande soit 250 000 euros en 2020, soit l'espoir d'atteindre 500 000 en 2021. Et du côté du grand groupe ou des ETI, parce qu'on intègre également les ETI, formidables réservoirs d'alliance, on demande donc des partenaires qui aient 1000 salariés et 250 millions de chiffre d'affaires minimum. Donc ce sont des barres raisonnables qui font que beaucoup d'alliances peuvent et devraient être candidates au prix. Et le prix qui sera remis quand d'ailleurs ? Alors c'est le 9 novembre chez ResLab, ce lieu unique à Paris que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien écoutez, on recevra les lauréats avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Alors, mais il reste pour 10 secondes. candidater, Oui. David avec Goliath attaché.com. Oui. Ça, ils auraient et là, trouvé. vous avez un clic direct pour rentrer dans le dossier de candidature. Je suis sûr qu'ils auraient trouvé. Je les encourage à le faire. Eh ben, merci beaucoup. Merci encore, Olivier Marchal, d'être venu présenter ce prix. Allez, on passe à notre débat marketing responsable au programme. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est une enquête menée par l'ADTEM avec le Cercle Marketing Client, le magazine Stratégie, et elle porte sur le marketing responsable, allitération en M. Il y en avait beaucoup. On en débat avec Florent Argentier. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue. Vous êtes consultant au sein du cabinet ADIX, coordinateur du collectif Responsable. Bonjour Thomas Parouti. Bonjour, un Thomas. habitué de Smart Impact, heureux de vous retrouver, président fondateur de l'agence Mieux. Et vous êtes également engagé au sein de ce collectif. C'est quoi Responsable Inné il y a 10 mois, Florent Argentier? Oui. C'est quoi l'idée? Alors, c'est quoi l'idée? C'est au départ deux associations, le Cercle Marketing Client et l'ADTEM, qui ont décidé, alors moi je suis président du Cercle Marketing Client, et ces deux associations ont décidé de fusionner. Et dans la fusion, on s'est dit, il faut, pour réussir la fusion, qu'on crée quelque chose ensemble. Et on a choisi d'aller sur le thème du marketing responsable, parce qu'on est persuadé que c'est un enjeu des 15 prochaines années ou des 20 prochaines années. Et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose ensemble pour donner un élan à notre rapprochement. Mais alors, qui compose ce collectif, Thomas Parouti? C'est le professionnel de l'ADTEM qui peut répondre. Moi, vous ne voulez pas répondre? Non, moi, je n'y suis pas. Non, mais je ne fais pas partie de l'ADTEM. Je suis. Non, mais le collectif responsable. Eh ben, j'en fais pas partie. Je croyais que vous étiez. Je croyais que vous étiez. J'en ai pas loin. Non, je suis un supporter parce que je trouve que c'est bien d'accord. qu'une association de professionnels de marketing qui sort en plus des super résultats. Ouais. Parce que ça vous correspond tellement. Ben ouais, tout à fait. Mais je peux pas être partout. Bon, ok. Donc qui compose ce collectif? Voilà, en tout cas, Thomas, on est très proche. Oui. Ce collectif, en fait, on l'a fait naître au départ. On ne savait pas trop où on allait aller. Donc, on l'a fait naître avec une dizaine de personnes, donc des membres de l'ADTEM, des membres du Cercle Marketing Client. Des gens qui sont des gens du marketing, des gens dans le conseil, des gens qui sont en fonction dans des postes de responsabilité marketing dans des entreprises. On a des gens aussi, beaucoup, qui sont des enseignants-chercheurs, des universités de Nanterre, de Dauphine, entre autres, et des gens de la communication. Donc, quelques personnes qui se sont dit, on va faire quelque chose ensemble. Et c'est quelque chose, on ne savait pas ce que ça allait être. Et on a, petit à petit, monté un projet, 2 projets, 3 projets. L'enquête est un de ces projets que nous avons mené. On va évidemment rentrer dans le détail de cette enquête. Peut-être, si vous deviez définir, Thomas Parouti, le marketing responsable, pour vous, ça veut dire quoi? Alors, le marketing responsable, pour moi, c'est 2 mots assez proches, en fait. Parce que le sujet du marketing, c'est vraiment j'écoute le client pour lui proposer des offres segmentées. Et la responsabilité, c'est un peu pareil. C'est on écoute les parties prenantes, et pas que les clients et les consommateurs. Ouais. Mais c'est forcément 2 sujets assez proches. Donc, c'est très intéressant de les lier. Après, forcément, le marketing responsable, c'est construire des offres qui ont un bénéfice environnemental, un bénéfice social, ou des offres qui vont être co-construites avec les consommateurs. La marque la plus connue et le gros succès des 5 dernières années, c'est Qui le Patron, marque fabriquée, construite, un cahier des charges défini par des consommateurs. Et après, ça peut être le site français sur du Made in France ou du bio, du local sur de l'alimentaire. Et après, sur un bénéfice environnemental, ça peut être Veja, ça peut être dans tous les secteurs. C'est une question de volonté d'homme, évidemment, mais est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Est-ce qu'il faut des outils spécifiques? Mais je pense que les outils de la RSE sont extrêmement intéressants pour les marketeurs. Parce que c'est l'écoute des parties prenantes. On fait des études et des cartes de matérialité où donc on va essayer de savoir ce que pensent les consos, les clients, les ONG, les pouvoirs publics, etc. Donc c'est un peu les mêmes outils. Après, il faut inventer des solutions et évidemment des solutions qui seront décarbonées,
qui ont un bénéfice environnemental, social, etc. Parce que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on voit que c'est plus dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait du marketing responsable, moi je suis persuadé qu'elle aura de meilleurs résultats. Dans l'étude, on voit qu'il y a des freins, notamment financiers, mais en fait, on s'aperçoit aussi que les gens qui font du marketing responsable ont des bonnes rentabilités, ont surtout une bonne réputation et créent de la préférence de marque. Florent Argentier, cette étude, elle a été menée comment en fait ? Il faut peut-être poser un peu le décor. Oui, alors elle a été menée, en fait, elle a été pensée à la fin de l'année dernière. Elle a été menée donc en la diffusant sur les réseaux sociaux, les newsletters, les membres de nos associations. On a un fichier entre les membres, les anciens membres et les prochains membres de près de 25 000 personnes. Et on a eu, donc c'est nous qui l'avons monté avec des gens, on a des gens des études dans le groupe, donc c'était assez facile. On l'a testé et ensuite on l'a lancé au mois de février. Et on a eu à peu près près de 300 réponses. Donc on a interrogé des gens du secteur du marketing, donc des gens qui officient dans des entreprises avec des responsabilités de marketing. Qu'est-ce qu'il en ressort pour vous, peut-être le fait le plus saillant ? Alors, le fait le plus saillant, mais finalement il est assez logique, il y a une énorme part de personnes qui se sentent concernées, voire très concernées. Alors, vous me direz, si on entreprend de répondre à une enquête sur le marketing responsable, c'est quelque part on est concerné. Ça dit, moi, une chose qui m'a intéressé, c'est que pourquoi les gens sont concernés, il y a une vraie motivation qui vient du cœur. C'est pas une motivation qui vient de la tête, parce que c'est pas parce que il y a des réglementations qui vont venir, c'est pas parce qu'il y a une pression des consommateurs, c'est parce que les gens y croient fortement et ont envie de s'engager. Donc il y a un vrai élan qui est donné, et ça m'a un peu surpris. Parce que moi, je vais faire un parallèle un petit peu, je vais revenir quelques années en arrière, lorsqu'il y avait la loi sur le RGPD, Règlement général sur la protection des données, où en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit, mince, je vais devoir le faire. Alors que, et moi à l'époque j'avais beaucoup milité auprès des entreprises qui étaient mes clientes en me disant non, allez-y, parce qu'il y a des vraies raisons d'embarquer déjà vos collaborateurs sur ce sujet-là, parce qu'ils sont aussi des consommateurs, donc leurs données, c'est important. Quand ils sortent, ils ont leurs données aussi. Et c'est quelque chose qui peut vous donner un élan pour construire des choses dans l'entreprise. Oui, et c'est un peu la même démarche en matière de marketing responsable. Alors, il y a pas mal de résultats. Moi, j'ai retenu ce chiffre à la question, est-ce que votre entreprise est tout à fait plutôt engagée ou pas du tout, etc. On arrive à un total de presque de 60%, 59,3% des personnes interrogées qui disent que leur entreprise est tout à fait ou plutôt engagée dans cette démarche. Est-ce que ça vous a surpris, ce chiffre, Thomas Parouti ? Oui. Est-ce que vous ne le trouvez pas un peu surévalué ? Alors ça me paraît assez important, et en même temps, ça va très vite en ce moment-là. Depuis 6 mois, 1 an, il y a une accélération assez terrible. Prise de conscience individuelle du directeur marketing, mais ce n'est pas du directeur marketing, c'est de Patrick, Sophie, Blandine, qui ont des postes de marketing, qui se disent, moi avec cette crise, je vois bien qu'il y a un sujet sur la mondialisation, sur l'environnement, etc. Donc j'ai envie de m'engager. Donc depuis 1 an, il y a une accélération assez folle. Moi je le vois au sein de l'agence Mieux avec plein de nouveaux clients sur des secteurs d'activité très différents. Donc après 60%, si on refait l'étude dans 6 mois, ça sera peut-être 70%. Enfin, ça va très très vite. Ce que disait Florent aussi est intéressant, c'est que, et c'est le lien que je fais avec ce que je disais avant, c'est pour des convictions personnelles. C'est-à-dire que les gens ont envie de s'engager personnellement, et dans le cadre de leur entreprise, ils vont faire du marketing responsable. Donc il y a une véritable évolution. Après, la tête, elle doit aussi dire la même chose. C'est-à-dire quand on voit que les consommateurs, les clients en veulent, que les salariés en veulent, que les actionnaires en veulent, globalement, le marketing responsable, il est évident. Et quand le directeur marketing discute avec le DRH ou la DRH et le directeur financier ou la directrice financière, mais tout le monde se met d'accord. Et je pense que le CODIR, aujourd'hui, il est assez convaincu. Donc forcément, ce chiffre va continuer à augmenter fortement. Et après, il y a un autre point sur les secteurs d'activité, où on voit bien qu'il y a certains secteurs, plutôt dans les services, banque, finance, etc., qui sont un peu à la traîne par rapport à la distribution, par rapport à la grande conso. Comment vous l'expliquez ? Et là aussi, ça va monter. En fait, à partir du moment qu'on fabrique quelque chose, on comprend le cycle de vie du produit. Donc, quand on est dans l'industrie, dans le bien alimentaire, dans l'objet textile, on voit les marges de progression qu'on a. Et on dans est les services, plus soumis à une pression du consommateur aussi. Oui, évidemment, qui va demander de la transparence avec Yuka, avec Clear Fashion, etc. Voilà. Alors que dans les services, vous receviez le cabinet Bain juste avant, on voit bien que toutes les entreprises de services, ils vont petit à petit
Mais aujourd'hui, décarboner leur activité, c'est des éco-gestes au bureau, un peu plus de mobilité, etc. Et elles sont moins engagées dans une démarche RSE. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais quand même qu'on parle de la réglementation. Vous l'avez évoqué d'un mot, mais c'est quand même aussi un aiguillon, la réglementation. C'est pas neutre. Oui, c'est un aiguillon. C'est très bien qu'il y ait une réglementation parce que ça met l'actualité et les faisceaux sur ce sujet-là. Mais moi, je suis persuadé que le vrai sujet, c'est d'y croire. Et c'est en interne, tu le disais tout à l'heure, c'est les personnes du marketing, mais les personnes aussi de la finance, les personnes des achats, qui doivent à un moment donné se dire comment peut-on faire pour travailler différemment ? Comment peut-on, et je reviens, le rôle du marketing, c'est de créer un marché. C'est la rencontre entre des produits et des consommateurs. Si le marketing se met à montrer dans l'entreprise, au PDG, aux autres services, aux autres directions, qu'on peut vendre des produits différents, c'est-à-dire rien qu'en segmentant différemment son marché, on va arriver à créer des produits qui sont peut-être qui embarquent des choses différentes et en termes de durabilité, de responsabilité sociétale, environnementale. Donc, oui, effectivement, il y a ce mouvement de fond quand même. La réglementation, vous pensez qu'elle va pas assez vite. Elle va pas assez vite. Non, et de toute façon, les entreprises leaders vont beaucoup plus vite que la réglementation. Ouais. Et évidemment que Bouygues n'a pas attendu la réglementation sur la RT 2012 et toutes les normes environnementales, etc. Veja n'a pas attendu une loi sur les baskets équitables. Donc non, la réglementation, elle est là pour accompagner, pour valider, mettre 2-3 croix. Mais c'est évidemment la direction marketing et l'ensemble de l'entreprise qui doivent participer à plus d'éco-socio-innovation. Un dernier mot en conclusion. L'un de nos credos lorsqu'on a lancé le collectif, c'est de se dire qu'on s'est dit n'attendons pas les politiques, c'est dans les entreprises que ça va se passer. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en œuvre. Et vous savez quoi, c'est ce qu'on démontre tous les jours dans cette émission. Merci à tous les deux. À bientôt, évidemment, sur Bismart. On passe à Smart Ideas. Ça vous dit, on va boire un petit jus de cranberries. Excellent. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Carole Bettel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale Europe d'Ocean Spray, marque de jus de cranberries née en 1930 aux États-Unis. C'était une coopérative, c'est toujours une coopérative ? Absolument, c'est encore une coopérative et c'est une coopérative forte. On a à peu près 700 familles d'agriculteurs. Alors elles sont aux États-Unis, elles sont au Canada, elles sont au Chili. Et c'est une coopérative encore très forte. Et nous, on aime dire que notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte de faire connaître la cranberry, de faire aimer la cranberry dans à peu près 100 pays. Donc, voilà. Mais quand on parle de coopérative, ça veut dire que Ocean Spray appartient à qui ? Appartient à ses agriculteurs. C'est ça, il faut être bien précis. C'est appartient ça. À tous les agriculteurs qui y participent. C'est ça. C'est une véritable coopérative. 100% des profits sont redistribués à ces agriculteurs qui ensuite réinvestissent eux-mêmes. Donc voilà. Alors pour les 90 ans d'Ocean Spray, vous avez reçu la certification développement durable, la Farm Sustainability Assessment. Ça supposait quels efforts, ça ? Alors, c'était surtout une vérification, parce que depuis toujours, l'agriculture de la cranberry suppose beaucoup de développement durable, mais ça reposait sur 3 éléments en particulier. Le premier élément, c'était de faire attention à tout ce qui était développement durable pour le développement agricole. Donc faire en sorte que les fermes elles-mêmes restent bien, soient économiquement viables. Donc être économiquement viable, c'est très important, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le respect de la nature, le respect de la biodiversité. Donc dans notre coopérative, 1 hectare de ferme, en fait, de cranberry. Pour chaque hectare, il y a 5,5 hectares qui sont laissés à la nature. Donc vraiment un engagement fort pour laisser la place à la nature, à la biodiversité. Et le 3e engagement, c'est de réduire en un sens l'impact de notre supply chain.
Vous êtes venu avec deux produits, la bouteille ultra classique qu'on connaît tous, et à côté un produit plus neuf avec un petit logo sur le côté qui est Odyssea. C'est quoi? Ça veut dire quoi ce logo? C'est quoi? Alors Odyssea, c'est une association caritative avec laquelle nous sommes engagés depuis 2012. Odyssea, c'est une organisation qui fait des courses pour les femmes dans toute la France et qui aide à la solidarité et à soutenir l'effort contre la lutte contre le cancer du sein, particulièrement parce que le cancer du sein touche malheureusement une femme sur 9. Donc voilà, donc on est associé avec cette association et particulièrement cette année, on lance ce nouveau produit, donc la Pink Cranberry pétillante. Et pour chaque bouteille achetée, eh bien, 10 centimes sont reversés à cette association pour soutenir leurs efforts. D'accord, donc c'est un engagement de longue durée, vous l'avez dit, cet engagement va fêter ses 10 premières années l'an prochain. Je voudrais revenir sur l'impact d'une entreprise, d'une coopérative comme la vôtre, par exemple en termes de consommation d'eau. Voilà, un exemple très précis. Quels efforts ont été faits par Ocean Spray? Alors l'eau est fondamentale pour Ocean Spray et ça commence vraiment au niveau des fermes. De l'exploitation agricole. Et donc, l'eau est importante parce que la cranberry, cette petite baie, elle vit sur des tourbières, donc des terres très humides, donc on a besoin d'eau. On utilise l'eau aussi en hiver pour geler les cranberries, ça les protège. On utilise l'eau aussi pour la récolte, parce que la cranberry est un fruit qui flotte. Donc, ça nous permet effectivement de faire cette récolte. Donc, l'eau est précieuse et on le sait, on l'utilise beaucoup. On utilise des techniques d'agriculture durable pour conserver cette eau et en particulier, on a des systèmes fermés, c'est-à-dire que chaque exploitation va être en système fermé de réutiliser sa propre eau pour limiter vraiment l'utilisation autre. Donc des efforts d'eau très très importants au niveau même de l'agriculture. Merci beaucoup, merci Carole Bettel. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24 sur bismart.fr ou alors sur les box, les horaires 9h, midi et 20h30. Salut à toutes et à tous.